cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce... La ligne verte a rendu public ce matin le rapport général 2014, un rapport qui présente plusieurs plaintes et dénonciations. Ouverture ce matin au complexe Le Mafé d'un atelier de formation aux agents de santé et services sociaux. Détail dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Information et Bonne Rupture. Point de presse animé ce matin par le rapporteur général du Bureau Information, Réclamation, Lutte contre la corruption et le trafic d'influence en milieu judiciaire, communément appelé ligne verte. Il s'agissait pour El Hadj Idi Abdou de donner la mission de l'institution et le traitement des différentes plaintes. La première mission, c'est de fournir les informations nécessaires aux citoyens relativement au fonctionnement de l'appareil judiciaire. Et deuxièmement, c'est de recevoir, traiter et aller sur les terrains par rapport aux plaintes des citoyens pour savoir ce qui se passe. Donc, le rapport général de juin 2014, on va surveiller beaucoup de choses. C'est ça l'objet de ce point de presse. Mais avant, je vous donne la grille d'évaluation des plaintes et dénonciations de la ligne verte. À l'issue de l'examen des plaintes et dénonciations, les suites ci-après sont données. L'information, ça veut dire porter à la connaissance du plaignant les informations de l'ignorance à motiver sa plainte ou dénonciation. Les investigations, c'est quand vous avez des plaintes qui visent le secteur judiciaire. Il est important de faire le rappel. Nous n'avons compétence que dans le secteur judiciaire. Donc, visant le secteur judiciaire et dont les contenus semblent être pertinents et sérieux, font l'objet d'investigation. Les recommandations, les plaintes et dénonciations soulevant des préoccupations réelles des citoyens ou des mauvaises pratiques suscitent les recommandations. El Hadj Idi Abdou que vous retrouverez d'ailleurs en partie magazine de cette édition. La société d'exploitation des eaux du Niger a procédé ce matin à des coupures d'eau pour des raisons d'impayés. Ces coupures sont incomprises pour certains et non valables pour d'autres. Plus de précisions avec Aïssata Issa Kindo et Issa Hassan. Ce matin, les populations de certains quartiers de Niamey se sont réveillées avec une pénurie d'eau. Plusieurs robinets sont privés d'eau. Interrogée sur ce fait, la population se dit à bout de souffle de toutes les perturbations observées, surtout en ce mois béni de Ramadan. L'origine des problèmes que rencontrent les abonnés de la SIN ces derniers temps reste inconnue. Selon les populations, ces coupures d'eau ne sont pas faites dans la légalité. Pour cause, la SIN justifie ces coupures par des factures impayées. Une situation décriée pourtant par les abonnés. Donc bon, nous en sommes victimes. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Là, le chef d'agence est mieux placé pour en parler. Nous avons de l'eau momentanément. Par rapport à ça, nous prenons nos précautions parce que nous avons des bidons, des trucs que nous remplissons quand l'eau arrive et que nous mettons en réserve pour être hors portée de la coupure. Maintenant, par rapport aux causes, le chef d'agence est mieux placé en tant qu'agent de la boîte pour donner des explications parce que ça sont des explications purement techniques. Nous, nous les vivons, les coupures d'eau. Autant nous vivons les coupures d'eau, autant nous vivons les coupures d'électricité. Ces coupures-là, les gens ils ont eu à les faire pas vraiment dans la légalité. Pourquoi pas dans la légalité? Comment on peut couper quelqu'un sans lui avoir amené une facture? Si on n'amène pas une facture à quelqu'un, on ne peut pas le couper. Ils disent qu'ils ont eu à faire des communiqués. Mais comment est-ce qu'on peut faire un communiqué? Parce que s'il faut faire un communiqué, il faut que ça passe
et à la radio et à la télé qu'on va procéder à des coupures. Malheureusement, maintenant, nous-mêmes au niveau de nos robinets, on n'a pas une bonne eau de qualité. Parce que l'eau vient avec une couleur rougeâtre, là, façon un peu rouille, c'est tout comme si vous consommez de l'eau qui contient de la rouille. Ils ont dit qu'ils doivent lancer une campagne de coupure pour les gens qui ont 2 mois, qui n'ont pas payé 2 mois, de 2 mois allant à 10 mois. Il y a des gens qui n'ont pas payé, c'est exact. Mais il y a des gens aussi qui ne reçoivent pas de facture. Nous avons tenté de joindre le chef d'agence de la SIN de la place Toumou. Malheureusement, ce dernier a refusé tout commentaire. Mais voilà, l'un de l'autre, le constat reste amer. Les coupures de la SIN sont devenues si régulières qu'elles importunent tout le monde. La société doit davantage communiquer et s'approcher de sa clientèle afin d'éviter ces genres de malentendus, surtout en ce mois béni de Ramadan. Le volet reportage de ce journal porte sur le panier de la ménagère qui a du peine à se remplir et pour cause, plusieurs produits connaissent une hausse considérable. Ce matin, une de nos équipes s'est rendue au marché Yamadé pour faire le constat. Reportage Halimatou Abdou, Soumaïla Dandi. Le panier de la ménagère s'amenuise de jour en jour en ce mois béni de Ramadan. Les prix de certaines denrées alimentaires ont grimpé sur les différents marchés de la capitale. C'est le cas du litre d'huile, de la tomate, des piments frais, de la pomme de terre et même de la salade. À ce jour, presque tous les prix ont connu une hausse vertigineuse. Pour certains commerçants, cette cherté s'explique par l'augmentation des prix au niveau des vendeurs grossistes. Farashin gaba ɗaya ma ta ƙara montina shi ke ba ma zancen sabkawa. Kullum an ta sai ƙara kuɗi na suke babu zancen rage. Babu zancen rage ma ka kuma kira sunanta. Yanzu karan gari ta ɗaya sai kun babu cirkin su. Pour d'autres, bien que certains légumes proviennent des pays voisins, les prix sont abordables et accessibles à toutes les bourses. Kayan ba na Nijar na ba ana kawo su da Burkina da Najeriya shi ne yasa suka ganin kamar sun yi tsada. Yanzu inda namu nan gaba su ƙare ba su ba su da tsada. Amma ko nan Nijar ma akwai saura kaɗan yawa dai na abba su da saboda mutanen ma sai da kayan suna da yawa sun kai kusan su kai masu kayan abin ga yawa shi na sa haka nan a kuɗi bai ƙala ba shi na nan wanda shi ke matan su bar jin tsoro su zanzakuwa kasuwa tunda ko in ka zo da dala 100 ɗinka ana saida maka in ka zo da jikakka ana saida maka. En général, le panier de la ménagère demeure maigre. À l'occasion de ce mois béni, les opérateurs économiques, les commerçants détaillants doivent se concerter afin de faciliter le jeûne à toute la communauté musulmane. Plusieurs agents de santé et des services sociaux sont réunis depuis ce matin au complexe Le Mafé. Il s'agit pour ces agents de recevoir une formation de renforcement de capacité. L'initiative est à mettre à l'actif du groupe d'action pour la promotion de l'alimentation infantile. Nourdine Alohou et Issa Hassan. Elles sont nombreuses à répondre à l'invitation du groupe d'action pour la promotion de l'alimentation infantile au Niger. Ces dames travaillant dans les services de santé et sociaux qui sont fréquemment en contact avec les enfants. Elles ont été réunies afin de bénéficier d'une formation qui vise à renforcer leurs capacités sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Il s'agit pour nous d'une occasion unique pour effectivement pouvoir booster, si je peux m'exprimer ainsi, les différents indicateurs et les différents problèmes qui sont liés à la santé de la mère et de l'enfant. Le GAPIN travaille depuis plusieurs années pour une alimentation saine et équilibrée des nourrissons et du jeune enfant. À cette occasion, la coordinatrice se réjouit des perspectives pour notre pays. L'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant continue d'être une préoccupation aussi, mais aussi une priorité des autorités de la 7e République. C'est pourquoi le groupe d'action pour la promotion de l'alimentation infantile au Niger, donc GAPIN, se réjouit d'avoir œuvré depuis la création en 1992 l'État pour l'amélioration des conditions sanitaires des populations. La télé qui va débuter dans quelques instants et dont la thématique est relative
à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant entre dans le cadre du projet de promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, ANGE, qui est mis en œuvre au Burkina Faso, au Gabon et au Niger. Cette initiative est fortement soutenue par le ministère de la Santé publique, a souligné la directrice régionale de la Santé. Pendant 4 jours, les participants, scindés en 2 groupes, vont suivre des communications variées, dont entre autres l'alimentation du nourrisson dans le contexte du VIH par exemple, ou encore comment allaiter au sein. À terme, les initiateurs vont organiser des visites de terrain. Ils espèrent ainsi voir les participantes davantage outillées sur les questions d'alimentation des nourrissons et du jeune enfant. Autre aspect de cette édition, ouverture ce matin à l'hôtel de ville de Niamey des travaux de la 2e session ordinaire du Conseil de ville de Niamey au titre de l'année 2014. Objectif, faire le point sur l'état d'exécution du budget, examiner et adopter le projet budgétaire pour l'exercice 2014. Compte rendu Mariama Soumana et Sambo Zamou. Faire le point sur l'état d'exécution du budget de la ville de Niamey au 30 mai 2014, examiner et adopter le projet du premier remaniement budgétaire pour l'exercice 2014. Voilà les principaux points autour desquels s'articule cette 2e session ordinaire du Conseil de ville de Niamey au titre de l'année 2014. Des assises qui permettront au Conseil de ville de mesurer ses forces et ses faiblesses, mais également d'équilibrer d'une part les dépenses obligatoires et d'autre part de réorienter certaines dépenses d'investissement vers des urgences du moment. Je voudrais parler ici des dépenses liées à la taxe spécifique d'électricité, TSE, pour lesquelles la Nigélec s'autopaye directement et nous renvoie les documents pour régularisation. De l'aménagement des accotements du boulevard de l'Amitié et des travaux d'aménagement intérieur et extérieur de la Grande Mosquée, qui sont des urgences, certes non portées au budget, mais sur lesquelles nous tenons à plus d'un titre. Cela pour renforcer l'image de marque de la ville lors des grandes prières des fêtes musulmanes ou lors des hôtes de marque tels que celui que nous nous apprêtons à accueillir le 18 juillet. Je parle de son Excellence Monsieur François Hollande, président de la République française. Ces assises seront également l'occasion de recueillir l'avis des conseillers sur la mise en place d'un fonds d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes, ainsi que celle d'un projet de convention entre la ville de Fadangourma et la ville de Niamey. En effet, la mise en place du fonds d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes permettra à la ville d'apporter des solutions aux initiatives des jeunes dans le cadre des activités génératrices de revenus et la création d'emplois, ce qui diminuera à n'en point douter le taux de chômage des jeunes. Quant à la signature de la convention avec Fadangourma, elle permettra de renforcer la coopération sud-sud et surtout d'entretenir des relations fraternelles et de bon voisinage entre les populations de nos 2 villes. À noter qu'à l'ouverture des assises de cette 2e session, qui dureront 4 jours, le président du conseil de ville a exhorté les conseillers à œuvrer inlassablement aux côtés des populations afin de redorer l'image de la capitale Niamey et de sa mairie. Le groupement des 5 arrondissements communaux de Niamey, solidaire à Omar Hamidou Tiana, un groupement dénommé G5 a fait don de vivres ce matin aux populations vulnérables du quartier Kwarategi. Ce don s'inscrit dans le cadre des activités du G5 pour accompagner le programme de renaissance du président de la République. Seyni Mechido Jibril et Moukela Tidjani pour le compte-rendu. Accompagner les populations démunies du quartier Kwarategi Fulangeido à accomplir le 4e pilier de l'islam dans des conditions favorables. Tel est l'objectif visé à travers ce don du groupement des 5 arrondissements communaux de Niamey, solidaire à l'Adan Tiana au sein du parti Modemfa Lumana dénommé G5. Ce don, composé de 400 sacs de riz estimés à 800 000 francs CFA, s'inscrit dans le cadre des activités du G5 prévues pour accompagner le programme de renaissance du président de la République et l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Le groupe G5 est une structure fédératrice de tous les groupes solidaires aux actions de M. Omar Hamidou Ladan Tiana,
dans les 5 communes de Niamey, mais aussi des groupes à l'intérieur du pays. Les actions du G5 sont circonscrites dans un premier temps sur l'ensemble de la communauté urbaine de Niamey. Il est envisagé une extension des actions de mobilisation à toutes les régions et localités du Niger et à la diaspora nigérienne afin de rassembler tous les militants fidèles au sein d'une et seule organisation qui œuvrera autour du programme de renaissance du président de la République. Nous envisageons l'avenir avec foi et optimisme et nous sommes disposés à accomplir les sacrifices indispensables à la réalisation des grandes œuvres humaines pour le bien du Niger et le bonheur de notre peuple. Très émues par ce geste, les populations bénéficiaires expriment leur gratitude. Elles ont aussi profité de la présence du G5 pour leur soumettre quelques doléances telles que la réhabilitation d'une voie du quartier qui devient impraticable lors des saisons de pluie. Le G5 s'est ensuite rendu à cet endroit pour constater l'état de cette voie. Il promet d'apporter sa contribution pour aménagement. Il lance aussi un appel aux autorités communales afin de les accompagner. Ce don de vivre confirme la volonté du G5 à Ladan Tchana à servir et à défendre les intérêts des populations nigériennes démunies. L'actualité régionale à présent à Maradi où en ce mois béni de Ramadan, El Haj Saniatia fait don de vivre aux personnes handicapées. Un poste téléviseur et 2 fontaines sont offertes également aux détenus de la maison d'arrêt de Maradi. Reportage Aldoumar Senismaila. À l'occasion de ce mois béni de Ramadan, Alhaji Sani Atia a pensé aux personnes handicapées et les détenus de la maison d'arrêt de Maradi. Pour les personnes handicapées, il a procédé à une distribution gratuite de vivres et à la maison d'arrêt, il a amené 2 fontaines, un poste téléviseur pour les mineurs et 500 sachets de lait. Saboda wasu dalilai na mu nuna masu wannan abu da ya kai su nan kaddara ce, shi yasa kowane lokaci muke tunawa da su kuma muke kai masu ziyarce-ziyarce wuri saboda abin da suka yi su gane ba mai kyau bane su bari. Dangance da kuma wannan taimako da muka ba daga kutare da makahi da guragu saboda watan azumi wata ne mai albarka. Ko da ba gurgu ba ko makaho ko kuturu duk wanda ka ɗauki ko leda ce tafiya wata ka taimaka mashi da ita dangance da wannan wata ko da ba na azumi ba. Manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa in watan azumi ya zo ya kamata abin da ake saidawa jika 20 'yan kasuwa sai da 18. A dalili da wannan ne muka tara gero tun lokacin kaka, yanzu ne muka ga ya kamata mu buɗa shi maimakin yana jika 20 ko jika 20 ba Allah 100, to kowa duka mutanen garin Maradi za mu saida musu shi kan jika 15 Allah da duwa. Ina jan hankali ga mutane na gari da 'yan siyasa da kingin mutane da duka wanda wannan abu bai sha masu kai ba na taimako. Na farko dai su yi tunani da cewa ni dinnan da nake ba da kayayyaki na ina son su nake ba da, kuma ba mu ce ba lalle kowa sai ya tashi ya ba da kayayyaki ne, amma muna kira ga mutane baki ɗaya su lura da dukiya irin daɗin da ke gare ta. Yadda kai ka same ta kan rike magagan wani ya samu yana ba da kayayyakin shi to bai kai ɗimi ba. To don haka domin ko an yi shi ko ba a yi shi ba ko an ci gaba da yin shi mu dai ba za mu fasa raba dukiyoyin ba mu taimaka ma 'yan uwanmu musulmi da wanda ke da bukata. Me yasa? Saboda dai kira ne wanda Allah ya ce duk mutumin da ke da hali ya tashi ya taimaki mutane, ya taimaki 'yan uwan shi, ya taimaki gajiyayyi. Cette pensée à l'endroit des personnes handicapées et personnes en difficulté est un geste salutaire encouragé par l'islam, surtout pendant le mois de Ramadan. À Maradi, toujours proclamation hier à l'école normale des résultats de fin d'études
du CFEEN, le taux de réussite est estimé à près de 99%. Retrouvons Alzouma Seni Soumela pour le compte-rendu. Après une longue période de dur labeur et d'apprentissage au métier de l'enseignement, les élèves maîtres de l'école normale Bao Jangorzo de Maradi sont au bout du tunnel avec la proclamation des résultats de fin d'études ce mardi 1er juillet 2014. Instituteurs traditionnels, inscrits 17, ayant composé 14, admis 14, pourcentage 100%. Instituteurs franco-arabes 5, inscrits 5, ayant composé 5, admis 5, pourcentage 100%. Instituteurs adjoints traditionnels, inscrits 1103, ayant composé 1099, admis 1089, pourcentage 99,09%. Instituteurs adjoints franco-arabes, inscrits 154, ayant composé 154, admis 154, pourcentage 100%. Le total d'inscrits 1279, ayant composé 1272, admis 1262, soit un pourcentage de 99,21%. Des résultats qui ont fait la fierté de la direction générale de l'école normale et celle des autorités régionales de Maradi. Je voudrais aussi remercier l'ensemble du corps d'encadrement, dont l'engagement, le dévouement et l'abnégation au travail ont permis les résultats. Je m'en voudrais si je ne remerciais pas les élèves maîtres eux-mêmes pour la grande sagesse dont ils ont fait preuve tout au cours des 2 années que nous avons vécues ensemble. Le jour où j'étais venu ouvrir ces épreuves, je vous avais dit que je souhaiterais que Maradi fasse la différence et que vous devrez faire 100%. Les candidates ou candidats dans lesquels, dans la classe, dont je suis passé dans la classe. C'est ce que j'avais souhaité et aujourd'hui, je me réjouis énormément du résultat auquel vous avez abouti. Après l'obtention de leur sésame, les élèves maîtres désormais enseignants qualifiés se disent aptes à appliquer les enseignements reçus dans leur vie professionnelle. On m'a enseigné les 3 UF de l'enseignement primaire, du CI jusqu'au CM2. Donc je suis capable d'enseigner le cycle primaire. Je dirais à mes camarades de ne pas se décourager parce qu'on a choisi un métier difficile, de faire le maximum pour vraiment contribuer au développement de ce pays. Le sentiment qui m'anime est un sentiment de satisfaction, de joie. Ces résultats, toutes options confondues, ont répondu aux attentes des encadreurs et élèves maîtres, dont les 3 premiers de chaque option ont reçu des cadeaux d'encouragement. Dans le même registre, cérémonie de proclamation des résultats de fin d'études des élèves maîtres de l'école normale de Tawa. Certaines sections ont passé à 100%. Plus de précision avec Asman Amadou et Mohamed Rabiou. Cette rencontre des élèves maîtres et encadreurs de l'école normale Kaousin de Tawa à la devanture de la direction générale a pour objectif la proclamation des résultats des examens de fin d'études, toutes catégories confondues. En proclamant les résultats, le président du jury est satisfait de ces résultats. Dans l'ensemble, les résultats de ces examens sont très bons. Pour en juger, je vous donne le résultat. La section spéciale, où nous avons 78 candidats qui se sont présentés, a eu comme pourcentage de réussite 100%. Cela veut dire que tous les 78 qui se sont présentés sont admis à leur examen de fin d'année. Au niveau de la section des instituteurs, il y avait 30 candidats. Tous les 30 sont admis. Donc là aussi, le résultat, c'est 100%. La 3e catégorie de candidats, c'est les grands groupes des instituteurs adjoints.
Là, nous avons 378 candidats, dont un absent. Les 377 qui se sont présentés ont fait un pourcentage de 98,74%, soit 5 candidats seulement qui ont été recalés. Dans l'ensemble, donc, comme vous le constatez, les résultats sont très bons. Je profite pour saluer les performances de mes filles, de mes sœurs, notamment les femmes. Pour chaque section, en tout cas, les premières, ce sont des femmes. Après la proclamation de ces résultats, dont plusieurs sections ont passé à 100%, le directeur général de l'école normale de Tawa a salué la performance de ses futurs enseignants. Mon sentiment aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction. Après 2 années effectivement, de formation de nos enseignants instructeurs adjoints. Satisfaction du fait du tout, en tout cas satisfaisant, de réussite de cette catégorie d'enseignants. Ils viennent de boucler leur formation. Ce qu'ils doivent se dire, ce n'est qu'une formation théorique. C'est l'idéal que chaque enseignant soit formé dans une école normale. Mais le tout n'est pas gagné, ce que je dois leur dire. Pour être de bons enseignants, ils doivent continuer à s'informer, à se cultiver, parce que c'est ça le vrai enseignant, c'est celui qui se forme tout le temps, qui continue sa formation. C'est de s'ouvrir à leurs doyens et de continuer leur culture une fois sur le terrain. C'est un sentiment de joie qui anime les futurs encadreurs qui ont eu la chance de décrocher leur diplôme. On était tous à 100% pour la section spéciale. Bon, pour les autres aussi, je les encourage à redoubler d'efforts. Une fois sur le terrain, je vais m'y mettre pour mettre en application ce que j'ai appris ici au niveau de l'école normale. Je suis très ému, je suis très content. Je remercie nos encadreurs qui nous ont formés, qui nous ont donné toute leur confiance pour nous encadrer. Je les remercie vraiment. Inch'Allah, nous ferons preuve de la formation que nous avons eue ici à l'école normale. On va faire en sorte qu'on montre vraiment la formation qu'on a eue pour former, Inch'Allah, de futurs cadres du Niger, Inch'Allah. Cette cérémonie de proclamation des résultats a été sanctionnée par la remise des attestations de diplômes aux futurs enseignants de toutes catégories confondues qui confirment aptes à servir le Niger. Retour à Niamey où les véhicules de transport urbain, communément appelés FAB-FABA, sont à la base de plusieurs accidents de la circulation. C'est du moins le constat fait ici par notre reporter Jibril Seni Maichidou. Malgré la pauvreté de son parc automobile comparativement à ceux de la sous-région, il ne se passe une journée à Niamey sans enregistrer une dizaine d'accidents de circulation avec leur cortège de morts et de blessés. Parmi les multiples facteurs à la base de ces accidents, il y a la mauvaise conduite, l'ignorance du code de la route, l'excès de vitesse, l'impatience et l'intolérance de la majeure partie des conducteurs. Cependant, la plupart des accidents de circulation survenus à Niamey est le fait des taxis communément appelés FABA-FABA, à l'image de cet accident survenu le samedi dernier au rond-point Nigelec au quartier Kwara-Kano. Un taxi FABA-FABA a fini sa course les 4 roues en l'air après avoir heurté un véhicule de la Nigelec. Heureusement, plus de peur que de mal, aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. La situation des accidents de circulation dans la ville de Niamey est telle que des mesures urgentes doivent être prises par les autorités compétentes pour limiter les dégâts. Un contrôle rigoureux doit aussi être fait quant à l'état lucide des conducteurs de ce genre de taxi. Comme annoncé, la partie magazine de cette édition porte sur le rapport général 2014 de la ligne verte, un rapport qui présente plusieurs plaintes et dénonciations. Très bonne réception et au revoir. La première mission, c'est de fournir les informations nécessaires aux citoyens relativement au fonctionnement de l'appareil judiciaire. Et deuxièmement,
c'est de recevoir, traiter et aller sur les terrains par rapport aux plaintes des citoyens pour savoir ce qui se passe. Donc, le rapport général de juin 2014, on va surveiller beaucoup de choses. C'est ça l'objet de ce point de presse. Mais avant, je vous donne la grille d'évaluation des plaintes et dénonciations de la ligne verte. À l'issue de l'examen des plaintes et dénonciations, les suites ci-après sont données. L'information, ça veut dire porter à la connaissance du plaignant les informations de l'ignorance à motiver sa plainte ou dénonciation. Les investigations, c'est quand vous avez des plaintes qui visent le secteur judiciaire. Il est important de faire le rappel. Nous n'avons compétence que dans le secteur judiciaire. Donc, viser le secteur judiciaire et dont les contenus semblent être pertinents et sérieux font l'objet d'investigation. Les recommandations, les plaintes et dénonciations soulevant des préoccupations réelles des citoyens ou des mauvaises pratiques suscitent les recommandations. Le renvoi à la halcia. Donc, toutes les plaintes qui ne relèvent pas du secteur judiciaire, dont nous n'avons pas compétence, nous les envoyons à la halcia pour compétence. Le classement. Le classement des plaintes intervient dans les cas suivants. Où la plainte est sans objet, ou qu'elle est en cours de traitement, ou qu'elle ait connu un règlement, ou qu'elle ne fournisse pas suffisamment d'informations sur l'identité du plaignant, de l'impertinence de son contenu. Voilà la grille. Et toutes les activités de la ligne verte sont basées sur cette grille. Maintenant, nous venons au point principal, c'est-à-dire le rapport général de juin 2014. La deuxième session 2014, tenue du 21 au 30 avril 2014, a examiné 22 plaintes et dénonciations. Les délibérations ont donné les résultats suivants. Les plaintes, pour information, il y a 5. Investigation 13, classement 3, renvoi à la halcia une plainte. Du 19 au 25 mai 2014, le bureau a mené des investigations sur les terrains. Là, nous sommes partis dans les villages et dans les hameaux pour entendre les plaignants. Donc, ces investigations ont concerné 6 régions du Niger: Dosso, Maradi, Tawa, Tillabéri, Zender et Niamey. Voilà la répartition des plaintes qui font l'objet d'investigations par région. La région de Niamey a 3 plaintes. La région de Tillabéri, 1 plainte. La région de Dosso, 1 plainte. La région de Tawa, 3 plaintes. La région de Maradi, 2 plaintes. Et la région de Zender, 3 plaintes, ce qui fait les 13 plaintes qui ont fait l'objet d'investigation. Aussi, durant cette phase d'investigation, les auteurs de 5 plaintes, motivés par la méconnaissance du fonctionnement de l'appareil judiciaire, ont été informés, guidés et orientés. Du 16 au 25 juin 2014, le bureau a tenu sa 3e session plénière au titre de l'année 2014 en vue d'examiner et d'adopter les rapports des 3 comités d'investigation. Ce sont 3 comités qui sont partis sur les terrains. À la fin de cette session, le rapport général de juin 2014, objet de ce point de presse, a été produit. À l'issue des investigations sur le terrain, le bureau a conclu ainsi qu'il suit. 8 plaintes sont classées sans suite. Il s'agit de la plainte A. Le plaignant dénonce le traitement judiciaire du litige champêtre qu'il oppose à ses demi-frères. Les investigations ont permis de découvrir que la procédure relative à la plainte est pendante devant la juridiction compétente. Que les défendeurs, c'est-à-dire la partie du plaignant, bloquent en réalité la dite procédure, notamment en refusant de produire leurs témoins. Une fois sur les terrains, nous avons cerné le problème et nous avons compris qu'en réalité, c'est la partie du plaignant qui bloque la procédure. Nous leur avons recommandé de ne plus faire obstruction à la procédure en produisant leurs témoins. Là, c'est dans un village où on était parti, on a entendu au moins 10 personnes. Et on a compris qu'ils contestent le mandataire. On leur a expliqué. Si vous contestez un mandataire, vous ne vous faites pas justice vous-même. Il y a des voies où vous pouvez aller formellement saisir le juge. Et on leur a dit d'aller formellement saisir le juge, qu'il conteste le mandataire et qu'il arrête de faire obstruction. La deuxième plainte, le plaignant dénonce des multiples renvois en ce qui concerne leur dossier coutumier
devant la justice après son retour de la Cour suprême. Les investigations ont permis de constater qu'après le retour de la Cour suprême, le dossier a été enrôlé pour la première fois le 28 août 2013. Effectivement, le dossier a connu plusieurs renvois du fait principalement de la production de PV de conseil des familles. Dans cette affaire, en fait, les initiateurs de la procédure sont tous décédés. Et quand ils étaient décédés, les gens ont fait juste leur conseil de famille. Alors qu'eux, ils ont engagé la procédure au nom de leurs frères et sœurs. Maintenant, après, les frères ont dit, mais eux là, ils ne revendiquaient pas le champ pour eux-mêmes, ils le revendiquent pour la famille. Donc, c'est ça, il faut revenir faire les différents PV de leurs parents et d'eux-mêmes qui sont décédés, et c'est ça le vrai problème. Donc, les différents conseils de famille doivent être établis malheureusement devant l'instance qui gère le dossier. Les conseils de famille, ce n'est pas là-bas. C'est devant le tribunal d'instance qui a jugé en première instance. Et ça, c'est aux héritiers d'aller le saisir. Malheureusement, ceux qui exploitent les chaînes n'ont pas intérêt à aller, ils ont refusé d'aller le saisir. Et du moment où ils n'ont pas saisi, il n'y aura pas de PV de conseil de famille. Donc, après les investigations, il ne reste qu'un seul PV à produire. Et devant nous, on a donné des convocations aux intimés pour remettre aux appelants pour transmission aux concernés en vue de la tenue du conseil de famille. En effet, il ne reste que le seul PV. Maintenant, la procédure est en cours. On va convoquer ceux qui devraient le tenir, ils vont le tenir et la procédure va poursuivre son cours normal. La plainte 3. Le plaignant dénonce le traitement de son affaire devant la justice. Les investigations ont permis de constater que les deux affaires sont pendantes devant la cour d'appel. Donc, lui, il estime que le traitement n'est pas bon. Nous sommes partis sur le terrain parce que son affaire donne lieu à deux procédures distinctes, une au civil et une au pénal. Et les deux procédures sont pendantes devant la cour d'appel. Et du moment où elles sont pendantes, et c'est ça les voies de recours. Parce qu'on a estimé, on a fait les voies de recours pour corriger si problème il y a. Vous avez des échelons. Première instance, vous n'êtes pas d'accord, vous formellement et légalement vous dites, vous faites appel. Ça va à la juridiction supérieure jusqu'à venir à la Cour suprême. Donc c'est ça. Même en cas où il y a problème, c'est que ces voies de recours vont relever le problème. Et du moment où l'affaire est pendante, nous avons classé, quand vous regardez notre grille, quand une affaire est pendante devant les juridictions, nous classons. La plainte 4. Le plaignant dénonce la disparition de son dossier devant la juridiction compétente. Les investigations ont permis de constater que le dossier a effectivement disparu. En réalité, voilà le problème. Le plaignant n'avait aucune référence du dossier ou des traces de transmission, ce qui compliquait évidemment les recherches. Deuxièmement, le plaignant a donné l'impression que c'est un dossier coutumier. En fait, même nous ici, nous avons cru que c'est un dossier coutumier. En réalité, c'est un dossier civil. Et déjà, il y a une confusion encore, une deuxième confusion, parce que les gens pensaient que c'était un dossier coutumier alors que c'est un dossier civil. Mais maintenant, même le nom en réalité, le dossier a été enrôlé avec un autre nom différent de son nom. Donc c'est comme ça, le dossier maintenant a été trouvé après investigation et nous avons appelé le plaignant pour lui dire que ton dossier a été retrouvé. Il t'appartient d'aller au tribunal concerné pour le réenrôlement de ton dossier. Donc son problème est réglé. La plainte 5. Le plaignant dénonce le détournement de la deuxième tranche de l'indemnisation de leur champ et que son problème n'a pas été pris en charge par la justice. Les investigations ont permis de constater, contrairement aux allégations du plaignant, que les personnes visées ont été toutes inculpées. Elles ont été entendues au fond ainsi que les témoins. Il ne reste plus que la confrontation pour clôturer le dossier. Parce que lui, il fait savoir, comme si la justice ne l'a pas entendu, elle a laissé, alors que les gens visés ont été tous inculpés. Ils ont été tous entendus au fond, il reste juste la confrontation pour clôturer ce dossier. La plainte 6. La plainte porte sur un litige foncier. Les investigations ont permis de constater que la transaction est entachée
perfections majeures dues à des implications d'ordre social et les différentes procédures sont en cours. Donc, évidemment, nous avons relevé des imperfections qui eux-mêmes disent qu'il y avait des rapports cordiaux entre les différentes familles et c'était dû à cela. Mais tout de même, la procédure est devant les juridictions et par conséquent, nous avons classé cela. Et si anomalie il y a, ces juridictions vont les relever. La plainte 7. Le plaint dénonce la non-production de l'arrêt confortant leur droit de propriété de la parcelle objet de litige. Les investigations ont permis au plaignant d'être en possession de l'arrêt en question parce que lors de nos investigations, nous avons cherché l'arrêt et nous lui avons remis l'arrêt. Maintenant, il lui reste l'exécution. Donc, son problème est résolu. La plainte 8. La plaignante dénonce le traitement judiciaire de son affaire devant la justice. En effet, elle se plaint de la partialité de certains acteurs du système judiciaire. Les investigations ont permis de constater que l'affaire est pendante devant la cour d'appel parce qu'en fait, elle avait fait appel de la décision. Et les voies de recours, c'est cela. Quand à un premier niveau, on a jugé votre affaire, vous estimez que vous n'êtes pas content, formellement, vous partez au greffe, vous faites appel ou opposition. Et ça va à la juridiction. Maintenant, vous vous dites pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Si vous avez des éléments, c'est ça le rôle des voies de recours. La juridiction supérieure va relever cela. Donc l'affaire est pendante parce qu'en fait la plainte a fait elle-même l'appel. Du moment où elle a fait appel, la voie régulière dit que d'attendre évidemment le verdict de la juridiction supérieure. Parce que ce n'était pas la dernière, elle peut aller jusqu'à la Cour suprême ou la Cour de cassation. La jeunesse unie pour Omar Hamidou, dit Laden Tchana, exhorte tous les amoureux du ballon rond à sortir massivement demain, jeudi 3 juillet 2014, pour accueillir la star du football camerounais, Samuel Eto'o-Fils. Rendez-vous à midi à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey pour réserver un accueil digne de l'un des meilleurs footballeurs au monde. Seul joueur à avoir reçu à 4 reprises le titre de Ballon d'Or africain de l'année 2003, 2004, 2005 et 2010. Omar Hamidou Tchana et Samuel Eto'o, 2 exemples pour la jeunesse africaine. Notez bien, un match de gala sera organisé demain à 17h au stade municipal de Niamey à son honneur. Venez massivement. Ina sai ya gudu